Bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous remercier de vous être déplacés. Alors évidemment, l'hiver, on me dit qu'il fait trop froid. Là, il fait vraiment très très chaud. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Et je voulais vous faire juste une petite annonce avant de commencer. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Mon Vélo en Seine, mais ils ont reçu leur matériel. Ça y est, c'est fait. Voilà, on est content. Donc, on va dérouler l'ordre du jour. Et on va commencer. Je n'ai pas le déroulé, donc ça commence bien. Sur la page en jaune. Voilà, merci. Oui, donc on va inverser un tout petit peu l'ordre du jour qui était sur le flyer. Et on va commencer par un petit topo sur l'écran brise-vue qui devrait être installé au ministère des Armées. Voilà, donc je vais vous céder la parole pour la présentation. Merci beaucoup. Donc oui, je suis le colonel Hochmiller du ministère des Armées. J'assure la maîtrise d'ouvrage pour cette opération. Et je suis venu ce soir accompagné du colonel Galen qui assure la maîtrise d'œuvre, de l'entreprise Vinci et de l'architecte qui a conçu ce projet. Vous avez dû remarquer depuis quelques semaines maintenant qu'il y a des installations de chantier qui ont été installées sur le périphérique qui créent un certain désagrément, c'est incontestable. Ce que nous souhaitions, c'était effectivement vous présenter le projet et vous expliquer un peu quelle était la démarche du ministère sur cette opération. À l'origine, il s'agit d'une opération de sécurisation du site qui est due, vous le comprendrez, au contexte sécuritaire et aux événements dramatiques qu'on a connus ces dernières années. Un audit de sécurité a été refait en 2016 et il a conclu qu'il était absolument nécessaire de protéger des vues, et simplement des vues, le site de Ballard. C'est pour ça que les clôtures sur l'avenue de la Porte de Sèvres, sur le boulevard Valin, le boulevard Victor et sur l'avenue de la Porte d'Issy ont été occultés, je pense que vous l'avez remarqué. C'est dans ce cadre-là également qu'ont été mis en place des bornes anti-béliers autour du site. Tout ceci, ce sont des dispositifs de protection passive qui sont pris non pas face à une menace particulière qu'on aurait détectée, mais face à un environnement que vous connaissez et que nous regrettons tous. Voilà. Donc il a été noté qu'il était nécessaire donc de protéger des vues sur le kilomètre du périphérique qui borde le site. Et pour ce faire, vu que c'est un ouvrage qui est quand même 1 kilomètre, c'est assez long, nous avons lancé un concours d'architectes de façon à ce que l'ouvrage qui soit mis en place soit un ouvrage qui puisse avoir une réelle qualité architecturale et urbaine qu'on va vous présenter ce soir. Et pour vous le présenter, je crois que le mieux, c'est de laisser la parole à l'architecte et qui va vous dérouler le projet avec une animation pour vous présenter cela. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, je vais vous présenter les projets suite au concours, donc les projets lauréats. Quand on a répondu au concours, la première question qu'on s'est posée, c'est justement, c'est un mot d'introduction avant de regarder le film. Qu'est-ce que c'est qu'un écran brise-vue? Donc, on a réfléchi à concilier la fonction de ces écrans qui sont d'empêcher les vues vers le ministère et d'apporter... On a un petit problème de son. Non, mais plus près. Et voilà, plus près. Voilà, d'accord. Et d'apporter donc aussi une esthétique à ces écrans qui vient accompagner donc les façades devant le ministère et le long du boulevard périphérique. Donc ça, c'était le concept à lequel nous sommes arrivés, c'est les rideaux ondulés, donc des rideaux souples qui viennent avec des différentes ondulations accompagner les aménagements prévus pour le ministère. Et donc ensuite, c'est des écrans qui sont de 4 et 3 mètres. Et l'idée, c'est de présenter donc une signature architecturale. Donc le film, il montre les projets architecturaux. Je vais vous commenter les projets. Donc il démarre au niveau, après les parcs des expos. Donc là, on voit bien les ponts d'ici. Ensuite, on continue devant la parcelle est du ministère des Armées. Donc c'est des écrans qu'on a de 4 mètres de hauteur, donc 3 mètres plus 1 mètre en PMM
cinéma, que c'est un matériau translucide dans une teinte verte, et les écrans donc opaques en teinte corten. Donc ces deux teintes sont inspirées du site. On réduit là à 3 mètres les écrans. L'idée, c'est de ne pas toucher aux arbres. Comme vous voyez, de chaque côté de la bretelle, on a des écrans donc de 3 et 4 mètres. Et l'idée, c'était de respecter donc, les espaces verts. Ensuite, nous arrivons à l'avenue de la Porte de Sèvres, que pour nous, on considère c'est aussi une entrée de ville, et on a voulu traiter donc l'ouvrage du viaduc de la Porte de Sèvres dans ce sens, de créer vraiment une urbanité, donner un caractère au projet, tout en gardant une même écriture architecturale, avec les voiles donc, qui passent devant les écrans en mailles en aluminium. Donc c'est des mailles en ton champagne titanium, que c'est plutôt métallisé, qui vient donc habiller les écrans avec des ondulations variables. Côté la RATP, on enlève les clôtures actuelles et on les remplace par des clôtures qui viennent donc avec la même inscription, remplacées avec des ondulations en aluminium. Et donc on retrouve de chaque côté ces rideaux qui se dévoilent comme ça le long du périphérique d'une façon harmonieuse pour accompagner donc les automobilistes et créer donc un effet de perspective. On voulait casser l'horizontalité de ces écrans et apporter un mouvement au projet. Là, on passe devant la parcelle ouest du ministère. Donc, on est toujours à 4 mètres de hauteur, donc 3 en corten plus 1 translucide, pour casser donc, cette horizontalité. Maintenant, on va dans l'autre sens. Donc, on contrôle les volumétries qui vont être créées. Et comme je disais tout à l'heure, on s'est inspiré du site. Donc, les teintes vertes par rapport aux façades du ministère et aussi celles de Aqua Boulevard en vert clair. Et ensuite, les cortins qui vient donc derrière les écrans avec des jeux d'ombre et de lumière qui se créent avec les ondulations qui sont apportées par les rideaux. Il y a une interaction donc avec les luminaires et avec toutes les portiques de signalétique du périphérique. Donc on a voulu profiter de ces mouvements d'ondulation pour pouvoir avoir donc un projet qui se marie bien dans les contextes et qui permet d'avoir aussi une écriture architecturale élégante, souple et qui donne un mouvement et qui casse donc cette rigidité qu'on peut avoir d'un écran. Donc là, c'est la fin du trajet qui est devant le ministère, les bretelles de sortie, et ensuite on va arriver vers les ponts. Et au niveau des ouvrages, les écrans font 3 mètres de hauteur. Et tout pour le reste, il reste à 4 mètres avec des transitions qui sont nettes. Donc, on a voulu donc, marquer une même écriture pour l'ensemble du projet. Et jouer sur les tons, là, cette image, il permet de voir avec les couchers de soleil les effets qui donneront ces ondulations en fonction de l'exposition et des lumières, avec des ondulations donc, qui viennent faire un jeu d'ombre et de lumière. Bonsoir, Florian Chartier, donc je représente le groupement constructeur. J'ai juste fait une marche arrière justement pour vous présenter les membres de notre groupement. Donc le cabinet Alain Spielmann représenté par Joël Chérino qui vient de vous exposer le projet. On est 2 entreprises constructeurs, 2 entreprises de Vinci Construction Terrassement, agence Altea à Lyon, spécialisée des écrans acoustiques et visuels, et l'entreprise Chantier Moderne Construction qui est une entreprise parisienne. On trouve également dans notre groupement des bureaux d'études nécessaires pour un tel projet, donc un bureau d'études de structure pour faire les calculs, les dimensionnements, les plans, NOx, un bureau d'études acoustique, acouphènes et un économiste de la construction. Voilà, c'était pour présenter les principaux acteurs. Je ne vais pas trop m'étendre sur les visuels parce que le film a été assez clair, je pense. On pourra y revenir après si vous le voulez. Moi, je vais plus vous décrire les contraintes techniques et pour les usagers, donc pour vous, pour ce projet-là. Alors là, vous avez une vue de dessus du projet. Ça va vous permettre de comprendre les explications qui vont suivre. Donc, on a un écran qui démarre, comme l'a dit Joël, du parc des expositions, ce qu'on appelle écran E1, pour courir le long de la parcelle est du ministère, ce qui s'appelle l'écran E2, pour ensuite emprunter la bretelle de sortie, l'écran E3. Après, on se retrouve de nouveau au bord du périphérique avec l'écran E4, le franchissement de l'avenue de Sèvres par le viaduc, écran E5. On poursuit le long de la bretelle avec les écrans E6 et E7. E7 a une particularité, c'est qu'il couvre aussi le bâtiment de la RATP qui gère le tramway. Voilà. Donc c'est un découpage qui nous a été fait en phase travaux pour nous repérer et mener notre projet. Ça permet aussi de vous situer les choses qui vont suivre.
Donc voici le détail de l'écran. Alors sur la vue de droite, vous aviez la vue de synthèse, parce que c'est un prototype, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas construit, qui a été designé pour ce projet-là. Donc vous avez en haut à droite la version de l'appel d'offres, on va dire, du concours, et en haut à gauche le prototype que vous avez sans doute aperçu, qui se trouve en bas de la bretelle, au niveau de nos installations, qui est visible et qui donne le rendu final finalement. Et en partie basse, vous avez une vue éclatée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais pour vous donner rapidement la constitution, donc on a des poteaux H, tous les 4 mètres environ, qui servent de support, qui sont fixés dans les fondations béton, dans lesquels on vient glisser des panneaux acoustiques qui sont glissés à l'intérieur des ailes, qui sont de couleur corten. Alors, c'est un ton, le ton que vous voyez en haut à gauche. Bon, les photos sont un peu trompeuses également, mais... Et enfin, au-dessus, la partie verte, c'est l'écran PMMA évoqué par Joël Chérino, qui est quelque chose de translucide, non transparent, pour quand même garder l'aspect de protection visuelle, mais qui apporte un autre aperçu que l'écran acoustique. Et enfin, sur le devant, vous avez le fameux voile architecturé, qui est vraiment la signature du projet, qui est du métal déployé, donc c'est de l'aluminium, qui est formé pour donner ces ondulations de façon entre guillemets anarchique, pour pas retrouver un pas répétitif. Voilà. Par cette slide, on va vous résumer les étapes du projet, encore une fois rapidement, mais pour avoir les grandes dates. Donc, il a été dit, mais on peut le répéter, c'est un projet c'est un concours, donc c'est aussi une conception-construction, c'est-à-dire qu'on part d'un cahier des charges jusqu'à la construction. Donc ça rajoute des étapes par rapport à un marché classique, puisqu'on a une période de conception qui s'est achevée au 12 mars 2019. Ensuite, donc pendant cette phase, finalement, on définit ce qu'on doit construire. Démarre après la phase de préparation de chantier, qui est, on va dire, plus classique d'un marché de travaux. Là, on explique comment on va construire. Maintenant, ce qu'on sait, ce qu'on doit faire. Ça nous a amené jusqu'à mi-mai 2019. Et après, la phase 1, je pense que là, vous vous en êtes rendu compte, parce qu'on a mis en place le balisage sur le périphérique à partir dans la nuit du 20 au 21 mai 2019, qui a aussi occasionné la fermeture des bretelles d'entrée et de sortie. Donc c'est une première phase. Voilà. Je m'expliquerai plutôt sur la diapo qui suit pour vous expliquer pourquoi ces deux phases finalement. Et une deuxième, donc cette première phase va nous amener jusqu'à la fin août, donc fin de l'été 2019, où on a effectivement le balisage sur le périphérique et les deux bretelles fermées. On enchaînera ensuite sur la phase 2, où là on redonne à la circulation la bretelle d'entrée sur le périphérique. Et on travaille, nous, sur la bretelle d'entrée, et ça nous occupe entre septembre 2019 donc, et mi-février 2020. Voilà. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi ce phasage. On a plusieurs contraintes qui sont présentes sur le projet. Tout d'abord, sur l'écran E1, on a une partie qui démarre dans le parc des expositions. Et en fait, les mois de juillet-août sont la période creuse pour le parc. Et donc, ils nous ont demandé, voire imposé, de réaliser la partie d'écran qui les concerne dans cette période-là. Et à l'autre extrémité, donc les écrans 6 et 7, on a une double contrainte, c'est d'impacter au minimum la circulation, donc de pouvoir rendre cette bretelle au plus vite, mais également l'écran E7, comme je le disais tout à l'heure, qui est le long du bâtiment RATP. Et on doit avoir des coupures caténaires du tramway pour réaliser nos travaux. Et en fait, l'été est la période propice, parce que dès que les températures commencent à trop descendre, ils ont interdiction de couper les caténaires. Donc, on a groupé dans cette phase les deux extrémités du chantier, c'est pour ça que tout est fermé, globalement, mais pour traiter ces trois principales contraintes. Donc ça, on retrouve la phase 1, donc de mi-mai à mi-2019, où en phase jaune, en espace jaune, on va dire, ou orangé, ce sont nos espaces de travail, et en espace bleu, nos zones d'installation. Encore une fois, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Donc on est situé au niveau sous le viaduc de Sèvres pour le cantonnement de nos compagnons et de notre encadrement. Et on est également présent sur l'avenue d'Issy pour traiter le viaduc
et on a une zone de stockage à venir. Voilà. Donc voilà, les 3 écrans qui vont être faits pendant cette phase-là. Et après, à partir de tout début septembre, là où la circulation va reprendre de plus belle, on aura rendu la bretelle d'entrée sur le périphérique. On conservera la bretelle de sortie terminée. On conservera donc nos installations qui sont sur cette bretelle au même endroit. Et là, ça nous permettra de réaliser le reste des écrans. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une donnée qui n'est pas négligeable, en tout cas pour nous, mais pour vous également, c'est que le périphérique a été maintenu à 3 voies. Donc, par contre, il y a une adaptation, c'est qu'on a réduit la largeur des voies et on a diminué donc en conséquence la vitesse des usagers, des automobilistes de 70 à 50 km/h. Voilà. Là, c'est un petit focus sur nos installations, même si encore une fois de plus, c'est la réalité qui est plus parlante. Mais vous voyez sur le focus de gauche, nos installations principales, ouvriers, encadrement, avec nos accès qui nous permettent d'entrer, nous, dans nos zones travaux qui sont les ex-bretelles d'entrée-sortie. Et sur la zone de droite, l'aménagement qui a été fait avenue d'Issy, qui sera évolutif parce qu'on doit phaser pour traiter tout le viaduc, mais ça donne la première phase qui est actuellement en fonctionnement. Voilà, j'avais juste une photo qui permettait de cerner ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc ça c'est... Ah, pardon. Ah oui, mais oui, je peux pas avoir une duplication. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer la base vie, mais vous l'avez certainement tous vu. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais moi juste prendre la parole très rapidement avant de vous laisser poser les questions pour vous parler un petit peu du partenariat avec la mairie du 15e sur ce chantier. Mon collègue Jean-Yves Pinet, qui est déjà adjoint au maire en charge de la sécurité et de la propreté, a été nommé par monsieur le maire pour également suivre tous les grands chantiers du 15e arrondissement. Il a donc suivi ce dossier de très près sur les installations, sur l'organisation. Et donc tout a été fait pour être, on va dire, le moins mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantier sans contrainte. Donc bien évidemment, la fermeture des bretelles, c'est une contrainte. Je sais qu'avec M. Chartier, ils ont énormément travaillé pour trouver les meilleures solutions, les moins impactantes, les moins embêtantes pour les habitants. Ils ont vraiment fait le maximum. Maintenant, voilà, encore une fois, il n'y a pas de chantier sans ces contraintes. Mais bon, sachez en tout cas que vous avez auprès de la mairie un interlocuteur, que ce soit moi-même ou bien M. Pinet, si jamais vous aviez des remontées à nous faire par rapport au chantier. On est là, bien sûr, pour vous écouter, faire le relais auprès de Vinci Construction. Et M. Pinet a garanti qu'il serait bien sur leur dos pour rendre la bretelle d'entrée à la rentrée, au mois de septembre, que la bretelle d'entrée sur le périphérique soit bien libérée. Voilà. Bonsoir, merci. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que sur le périphérique, il n'y a pas écrit que vous rouvrez la bretelle en février 2020, mais en septembre. Donc je pense que c'est important de communiquer aussi correctement auprès des gens, parce que je pense que les gens s'attendent à une réouverture du périph' en sortie en septembre. Enfin moi c'est ce à quoi je m'attendais en passant sur le périphérique. Donc je pense que si vous voulez pas avoir des gens qui se plaignent, il est important de revoir la communication à ce niveau-là. Oui, alors bonjour, le lieutenant-colonel Galen du ministère des Armées. Donc moi je représente la conduite d'opération, donc les gens qui pilotent l'opération en phase travaux. Donc sur la partie signalisation, donc comme ça a déjà été dit, il y a eu une énorme coordination avec M. Pinet, donc qui est en charge de cette mission sur la ville de Paris. Et donc pour tout ce qui est affichage, il y a des choses qui sont statiques qui ont été imposées au groupement. Et sur la partie dynamique, on se sert des messages, des panneaux à messages variables de la ville de Paris. Donc il est possible qu'il y ait une erreur qui ait été commise sur le message envoyé. Il faut absolument que ça remonte à M. Pinet, on fera corriger par les services compétents. Voilà, merci de cette information. Merci. Et dernière question, moi ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi ce brise-vue arrive maintenant. Je comprends pas que ça n'ait pas été vu dès le départ. C'est pour moi un tout petit peu choquant en fait. Pardonnez-moi. Oui, alors, je m'attendais, enfin, je sais pas que je m'attendais à cette question parce que ça fait 8 ans qu'on y pense à ce brise-vue. À l'origine du projet sur Ballard, il était prévu.
devant les difficultés techniques importantes, devant le coût du projet aussi, et à l'époque, il était jugé qu'il n'était pas indispensable parce que la situation sécuritaire n'était pas la même. En 2008, l'origine du projet, dans sa conception, c'est 2008, hein, donc ça fait déjà 11 ans. Eh bien, enfin, c'est dramatique à dire, mais il y a 11 ans, on était plus en sécurité ou moins en insécurité qu'aujourd'hui. Et c'est suite aux attentats en particulier de 2015 et à d'autres données sur lesquelles je ne m'étendrai pas, qu'il a été décidé en 2016 de revenir sur ce projet qu'on avait effectivement laissé de côté et de le mener à bien. Ok, c'est clair. Moi, j'ai simplement une question complémentaire. Donc là, vous traitez le problème de vue depuis le périph', mais juste derrière, il y a des immeubles, il y a un hôtel qui a été construit, puis un immeuble de bureau, je crois. Bah, il suffit de louer une chambre à l'hôtel. Hein. Tout à fait. Alors ça ne nous a pas échappé non plus, je pense que je ne vais pas vous surprendre. L'ensemble de la... Enfin, vous me pardonnerez pas trop m'étendre sur l'ensemble de la sécurité de Ballard, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est multiforme. Il y a des menaces qui sont identifiées, et puis il y a un contexte général auquel on cherche à s'adapter. Les immeubles sont pris en compte dans le plan de sécurité de Ballard. L'origine de la menace n'est pas du tout la même. On a d'autres moyens de surveillance sur les hôtels. On sait ce qui s'y passe. Enfin, voilà. Donc cet aspect des vues directes des immeubles de grande hauteur, en particulier de l'immeuble Colas, là, qui a une vue sur nous qui est imprenable. On en a parfaitement conscience, et il y a d'autres dispositifs qui sont en place pour s'en préserver. Que vous nous aviez exposé quand on avait été reçus. Absolument. Alors voilà. Alors effectivement, on est relativement peu disert dessus parce que un voilà. tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le public pour ces messieurs? On va vous passer un micro. Bonsoir messieurs, j'ai deux questions. Pour éviter la monotonie, vous utilisez de la cicortaine ou ondulée, mais la nature, elle est fabuleusement originale. Pourquoi il n'y a pas un élément végétal sur ce mur? Ça, c'est la première question. Je devine un peu la réponse, mais ça me surprend un peu. La deuxième question, c'est la coordination au niveau du quartier. Moi, j'ai du mal à comprendre comment les choses se passent. Vous avez eu un concours d'animation sous le viaduc, organisé par la ville de Paris, avec un graphisme. Et vous allez rajouter dans le même quartier un autre graphisme, enfin une forme de graphisme. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de coordination entre ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Alors sur le côté paysager, on y a aussi pensé. On ne l'a pas présenté. Il y a une partie qui sera paysager dans le projet, celle qui concerne la bretelle de sortie du périphérique, parce que c'est le seul endroit où on a de la pleine terre. La difficulté qu'on a sur cet écran-là, si on avait voulu le végétaliser, ça aurait été de trouver la matière végétale. Et donc il aurait fallu rapporter de la matière végétale. Or, on a déjà des contraintes techniques, puisqu'on s'appuie sur le fondement du périphérique, qui a déjà un fondement artificiel avec un mur de soutènement qui nous a posé des contraintes extrêmement sévères. Et là, on se retrouvait face à une difficulté qui était assez réelle. La deuxième difficulté, c'est que qui dit végétaliser dit un entretien qui est toujours très difficile à faire, et avec un risque de dégradation, en fait, simplement parce que les plantes finissent par mourir, parce qu'on les met toujours, elles sont très stressées, on les met toujours dans des terres qui ne sont pas suffisamment irriguées, qui ne sont pas forcément en volume suffisant. Et donc on avait un projet on aurait pris le risque en fait d'une dégradation assez rapide. Concernant la coordination sur le graphisme, alors là vous me mettez un tout petit peu dans l'embarras parce que j'ignorais ce projet, donc là
peux pas vous dire que j'ai cherché à me coordonner avec. Ce qui est certain, c'est que pour le coup, on a procédé à un appel d'offres avec un cahier des charges. Ce cahier des charges a été rédigé en 2016. Alors j'ignore s'il avait fallu. Pourtant, on a beaucoup communiqué avec la mairie, avec la RATP, avec pas mal de... Avec la ville de Paris aussi, on a vu la maire de Paris, bien sûr, et puis ensuite le secrétaire général et ses différents services. Et on était sincèrement très ouverts à toutes les propositions qui nous avaient été faites. Et celle-là ne nous a pas été faite pour des motifs que j'ignore. Oui, je vous en prie. Encore une petite question, parce qu'on a... Oui. Attendez. C'est bon. Monsieur, le micro, s'il vous plaît. Allez, on va enregistrer. On va enregistrer, oui. Vous avez mis en tête de votre projet comme titre la sécurité visuelle. D'accord. Et à plusieurs moments dans les présentations a été évoqué l'aspect acoustique. Qu'en est-il réellement de l'un et de l'autre, ou de l'un sans l'autre? Vous voulez répondre? Je profite simplement un complément pour la réponse concernant les espaces verts. Pour ce qui est au droit de la bretelle, on a vraiment travaillé avec Vinci dans les calages des écrans pour respecter au maximum les arbres et au moins conserver au maximum tous les espaces verts de cette partie-là. Et ça, effectivement, pour le reste, on a des contraintes, donc des passages techniques qui ne nous permettent pas de végétaliser les écrans. Mais là, il y a eu un travail, donc on a réduit la hauteur des écrans pour vraiment respecter au maximum, on ne touche pas les arbres. Pour répondre donc à votre question, les écrans effectivement brise-vue, au départ c'était pour empêcher, donc la fonction d'empêcher les vues vers le ministère. Donc nous on s'est dit c'est l'opportunité de donner aussi un confort et assurer qu'on ne va pas accentuer les nuisances sonores existantes. Et c'est pour ça que les panneaux que vous voyez dans la coupe, c'est des panneaux qui sont avec un remplissage en laine de roche. Et c'est ça qui permet d'avoir une performance acoustique, double face absorbante d'ailleurs. Et donc ça c'est pour répondre à la question d'acoustique. Oui, on l'a intégré dans les... Oui. On tenait à vous remercier pour cette présentation. Et puis, on va être très attentifs. Merci beaucoup, monsieur. Ah oui, donc septembre et février, donc il n'y a pas de conneries sur l'information. Non. Sortie février 2020. Merci encore. Non, moi j'ai vu réouverture en 2020. C'est le même périph'. Pas sur le panneau lumineux. Moi ce que j'ai vu sur le panneau justement c'est... Moi panneau lumineux, non, c'est l'ouverture... C'est l'ouverture 2020. Moi j'ai vu peut-être que c'est pas de cette direction. C'est mis à jour entre temps. En fait, tu vas plus loin, tu prends la sortie suivante. Tu prends la sortie, tu prends la suivante et tu... Moi je prends la sortie suivante et tu te retrouves au bout du pont vers Village, ça va. Et droite, gauche, ça dépend de l'heure. Mais tu sais, j'arrive face à France 2, et droite, et tout de suite gauche, et ça... Ouais,
Ah là, si tu sais pas, je pense que Nous allons maintenant aborder le second sujet. Et je vais vous demander en préambule de ne prendre aucune photo ni aucune vidéo. Très important, s'il vous plaît. je croyais que c'était filmé. Donc, nous avons une superbe équipe d'Univers Sciences qui va nous présenter donc le projet d'arrivée du Palais de la Découverte au Jardin Blanc, Caroline Aigle. Et je vais laisser directement la parole à Madame la Directrice, à Madame Amprou. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Anne-Claire Amprou, directrice générale déléguée d'Univers Sciences, et je suis venue avec une partie de l'équipe d'Univers Sciences, donc Antonio Gomez d'Acosta, qui est le directeur de la médiation scientifique et de l'éducation, Anthony Vesset, qui est le chef du projet qu'on va vous présenter, et puis François Quéré, qui est le directeur des publics et de la communication. Et comme je ne sais jamais son titre exact, ça doit être ça, voilà. Alors, nous sommes venus vous voir ce soir pour vous présenter le projet du Palais de la Découverte, qu'on appelle projet du Palais de la Découverte éphémère, parce que c'est une implantation éphémère qui se fait donc dans votre quartier. Nous l'avons aussi présenté à la fête du quartier le 15 juin dernier. Et donc, je me permets d'insister sur la non-possibilité de prendre des photos. Je suis désolée, je vais être très insistante, mais c'est parce que vous avez vraiment la primeur des images ce soir. C'est la première fois qu'on va les diffuser. Le conseil d'administration d'Univers Sciences se réunit demain matin et la communication officielle aura lieu qu'après. Donc, vraiment, je vous demande de ne prendre aucune photo, ce qui nous mettrait sinon dans une situation assez compliquée. Voilà, donc nous étions invités, nous souhaitons venir. Voilà. Mais c'est voilà, vous nous laissez. Mais on mettra en ligne dans 8 jours. Voilà, ça c'est calé. Ce que je veux dire, c'est que vous nous laissez la primeur de la communication officielle, s'il vous plaît. Et le conseil d'administration de l'Univers Sciences a lieu demain matin. Et donc c'est vraiment extrêmement important que rien ne sorte avant demain sur le projet, en tout cas les images du projet qu'on vous présente ce soir. Voilà. C'était important qu'on vous les présente, mais le calendrier fait que c'était assez délicat pour nous. Alors, le projet s'inscrit dans le cadre de la rénovation du Palais de la Découverte, qui est un des 2 établissements d'Univers Sciences. Alors, Univers Sciences, c'est un établissement public qui réunit la Cité des Sciences et de l'Industrie au parc de la Villette, donc dans le 19e, à Porte de la Villette, et le Palais de la Découverte, et donc Univers Sciences, c'est à peu près 2,9 millions de visiteurs. Ce projet s'inscrit dans la rénovation globale du Grand Palais et du Palais de la Découverte, le Palais de la Découverte étant l'aile d'antin du Grand Palais. Et donc qui date de 1937, il n'y avait jamais eu de rénovation complète du Grand Palais, et donc le bâtiment a vieilli, la rénovation elle est nécessaire. Et nous avons, pendant les travaux, voulu garder le lien avec le public et continuer à offrir une offre culturelle et scientifique au public. Et c'est dans ce cadre-là que le projet s'inscrit. Voilà. Donc on va vous le présenter. On va revenir un petit peu sur le Palais de la Découverte aujourd'hui. Alors les deux, on vous avait préparé aussi une slide sur la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Les travaux vont durer de 2020 à 2024, et donc il y aura un nouveau Palais de la Découverte en 2024. Et bien évidemment, c'est pendant cette période-là qu'il y aura un Palais de la Découverte éphémère dans votre quartier. Donc on va revenir juste sur le Palais de la Découverte aujourd'hui, ce qu'il offre, ce qu'offrira le Palais de la Découverte éphémère dans votre quartier, et on vous présentera les images à la fois de l'implantation et les images de la maquette de ce que sera ce Palais de la Découverte éphémère. Je vais laisser la parole d'abord à Antonio Gomez qui va vous présenter le Palais de la Découverte aujourd'hui et l'offre dans le Palais de la Découverte éphémère. Merci.
Alors, je vais parler très rapidement de ce qui est aujourd'hui au Palais de la Découverte. Pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui le connaissent, pour rappeler un petit peu la philosophie de l'endroit, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le palais aujourd'hui. Et donc, le Palais de la Découverte, ce n'est pas un musée au sens traditionnel du mot, ce n'est pas les collections, les objets qui font la force du lieu. Même s'il y a des expositions, bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez trouver des expositions sur des illusions, des expositions permanentes sur des sujets comme sur la Terre, les tremblements de terre et tout ça. Mais c'est surtout un lieu où la force de ce lieu, c'est l'échange, les échanges avec des médiateurs et avec des personnes qui parlent avec vous, avec les visiteurs, des questions sur la science et sur la technologie contemporaine et sur les fondamentaux des sciences. Donc il y a surtout un envie de faire et de faire expérimenter, de connaître, d'être en contact avec la démarche scientifique, le raisonnement scientifique, et aussi d'éveiller de la curiosité et de satisfaire la curiosité du visiteur autour de toutes les thématiques scientifiques, c'est autour des disciplines scientifiques. Quelquefois, on a un peu de crainte de parler des disciplines scientifiques comme des mathématiques ou de la physique, mais c'est vraiment ça le défi qu'on se pose au Palais de la Découverte, et c'est de faire que ces thématiques et ces sujets sont agréables. Et si vous regardez là-haut à droite, vous trouvez un dialogue sur mathématiques et vous pouvez voir que les visiteurs sont plutôt ravis et intéressés. Donc, ce n'est pas même ce sujet qui est un peu effrayant quand on parle de ça. Autre que les médiations sur les différentes disciplines scientifiques, il y a une discipline particulière qui a un instrument particulier, c'est l'astronomie. Et là, on trouve le planétarium qui offre une visibilité et qui nous montre le ciel étoilé, le ciel d'aujourd'hui. Et surtout, pour ceux qui habitent dans une ville comme Paris, c'est très difficile à observer les étoiles à cause de la lumière, même à la nuit. Et donc, c'est un très beau endroit pour retrouver le ciel qui nous entoure et s'émerveiller et de comprendre le cosmos et l'univers. Alors, c'est ça qu'on veut refaire dans le palais éphémère. Et c'est vraiment, on continuera à faire une offre de médiation scientifique, c'est-à-dire d'échange, de présentation indirect des expériences scientifiques, d'échanger et de faire les visiteurs, de faire des expériences autour de chimie, de physique et d'autres. Et je vous montre même des photos, par exemple, tout en haut à droite, il y a tout un instrument sur l'électrostatique qui est énorme, que bien sûr on ne pourra pas avoir ça ici dans le palais éphémère, mais il y aura quand même la possibilité de montrer des expériences et de refaire des expériences avec des outils un peu plus petits, mais qui quand même seront capables de mettre en évidence l'émerveillement et la spectacularité de certaines expériences scientifiques. Et oui, on aura aussi un planétarium ici au Palais éphémère, un planétarium en plus plus moderne que ce qui existe au Palais, et donc un planétarium qui accumule aussi une partie digitale et qui permet de projeter, pas que, autre que les étoiles, de projeter des vidéos, de projeter des images qui ont été captées par exemple par le satellite Hubble et toutes les images de haute qualité qu'on a aujourd'hui sur les planètes du système solaire et sur les galaxies et le cosmos. Et donc on va vraiment porter ça ici. Il y a d'autres offres, c'est seulement un exemple, il y a d'autres offres qui existent aujourd'hui au Palais et que, par exemple, cette offre Un chercheur humanip, c'est vraiment des moments où les visiteurs sont mis en contact direct avec des chercheurs et des chercheurs qui viennent présenter et parler de ces recherches, qu'est-ce qu'elles font dans les laboratoires. Et ça, on continuera à faire et on aura des moments de présentation et de contact avec des chercheurs dans le Palais éphémère. Et finalement, on veut essayer dans le Palais éphémère, d'abord, des nouvelles approches qu'on va mettre dans le Palais 2024. Donc, c'est un lieu où on va tester avec vous des possibilités de faire autrement dans le Palais de 2024, mais aussi de travailler
avec toutes les institutions qui sont autour de nous et travailler avec les 15e, si vous voulez. Donc, on commence par le jardin et l'utilisation du jardin, par exemple, pour faire des présentations et des visites et d'exposer dans la biologie sur la vie végétale, et aussi animale. Mais aussi de travailler avec le ballon Generali, donc le ballon de Paris, qui est vraiment un motif très bon pour parler de la qualité de l'air et de toute la vigilance météorologique, et aussi de travailler avec des institutions, les collèges et les écoles de proximité, qui nous permettra de travailler sur des projets tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement une visite qu'on vous proposera, c'est vraiment des échanges en permanence avec les médiateurs pour le développement des projets avec les établissements scolaires et aussi, par exemple, avec la bibliothèque Gutenberg qui est juste à côté. Et donc, on va contacter directement avec toutes ces institutions pour faire les projets pendant la fermeture, pendant la présence ici au 15e. Alors, toute cette offre que Antonio vous a... Je vais peut-être reprendre. C'est le meilleur moment, c'est pour ça. Justement, toute cette offre que... alors, attendez. Toute l'offre que Antonio vous a présentée, elle sera localisée au niveau du jardin Caroline Aigle et du jardin Carré Blanc. Tout d'abord, cette localisation, on a travaillé avec la ville de Paris et la direction des espaces verts pour trouver un espace d'environ 1000 m² qui soit situé de préférence dans le sud-ouest de Paris, pour que ce soit assez éloigné de la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour pas qu'il y ait de concurrence au sein de nos deux offres. Et on a du coup posé nos valises au niveau de l'esplanade Max Gage, qui est un petit espace, je vous l'accorde, mais donc aujourd'hui, le Palais de la Découverte, c'est 17 000 m². Demain, on sera sur une version miniature du Palais de la Découverte d'environ 800 m². Donc, vous avez la localisation, c'est au niveau entre la rue Saint-Charles, la rue Gutenberg et la rue Ballard. J'imagine que vous connaissez tous cet espace. Et il y a au sein de cet espace un jardin qui s'appelle le jardin Caroline Aigle, avec des coursives tout autour, qui est un jardin très agréable et qui est en soi peu visible et assez difficile d'accès. Dans l'appel d'offres qu'on a réalisé en février, on avait mentionné ce souhait d'utiliser ces coursives pour faire revivre ce jardin et que à la fois Universcience mais également les riverains puissent bénéficier de cette amélioration, on va dire, qualitative. Donc, je vais venir sur le projet, je vous présente simplement le candidat qu'on a retenu. On a eu plusieurs offres à cet appel d'offres et on a sélectionné l'atelier Construire, qui est composé des architectes Loïc Julienne et Patrick Bouchin, qui sont des experts sur toutes ces infrastructures et ces équipements dits modulaires. C'est eux qui ont réalisé notamment le Tipeee à Beaubourg, mais également les ateliers Médicis à Clichy. Donc c'est vraiment des experts sur toutes ces questions, on va dire, modulaires, d'implantation éphémère, sur des lieux qui sont assez contraints. On travaillera également avec un constructeur, un charpentier, Charpente Céloman, parce que la structure est entièrement en bois. Donc, le projet. Alors, vous voyez l'implantation. Vous avez ici, pour qu'on puisse se repérer un peu mieux, la rue Saint-Charles qui est située ici. Vous avez la rue Gutenberg et la rue Ballard. Et vous avez le jardin Caroline Aigle ici. La structure, du coup, vient s'intégrer entre ce jardin et le cimetière. Donc c'est une structure qui fait 800 m², qui est composée de 6 plots, qui sont des chapiteaux, plus un système d'entrée. Je vous montrerai les visuels après, on pourra revenir sur le plan si vous voulez. Voilà, là vous avez un zoom, donc vous voyez vraiment le volume qui s'insère assez bien dans l'esplanade parce que du coup les circulations entre la rue Saint-Charles et la rue Gutenberg sont maintenues. Il y a très peu de modifications au final de cet espace. Et au niveau du plan, donc comme vous pouvez le voir, les coursives du jardin Caroline Aigle servent d'espace d'entrée et de sortie à cette structure. Ces coursives sont toujours accessibles à l'ensemble des publics, à la fois Palais à la Découverte, mais également des riverains et des personnes qui souhaiteraient aller s'asseoir au niveau du jardin. C'est un espace qui sera ouvert. Et on accède donc au niveau d'une terrasse, parce que le bâtiment va être rehaussé pour respecter les cotes du plan de prévention des risques d'inondation, d'environ 0,80 mètres. Et on rentrera dans la structure, une structure, comme je vous ai dit, qui fera 800 m². On accédera donc par une entrée avec
un SAS qui permettra de faire les contrôles et les fouilles qui sont obligatoires aujourd'hui, avec un accueil d'environ 80 mètres carrés. Et ensuite, en quinconce, on retrouvera les 3 salles de médiation, donc là où aura lieu les exposés qu'Antonio vous a présentés, et en bout de salle, le planétarium avec 49 sièges. Cet équipement pourra accueillir au maximum 170 personnes à un instant T, sans compter les personnels. Donc c'est quand même un espace qui peut accueillir beaucoup de groupes scolaires. Et j'ai oublié de préciser sur la partie gauche, un espace dit administratif. Aucun personnel n'aura un bureau fixe dans cette structure, mais c'est des espaces qui permettront aux médiateurs de pouvoir, entre 2 médiations, pouvoir travailler, des espaces de repos pour nos personnels et pour les prestataires. Au niveau du visuel, donc voilà, on est sur une structure qui est très joyeuse, qui s'intègre très très bien dans le jardin Caroline Lègle, avec des grands chapiteaux qui, selon l'architecte, sont des chapeaux de fées qui font référence à toute l'activité également du Palais de la Découverte, et les couleurs qui sont en lien avec les couleurs primaires des exposés qu'on peut faire notamment au Palais de la Découverte. On avait eu plusieurs propositions. Cette proposition nous paraissait la plus intéressante parce qu'elle s'intégrait, on va dire, du mieux possible dans l'environnement. C'est une architecture qui est inédite, assez singulière, qui correspond très bien à l'activité du Palais de la Découverte, qui est un musée de sciences depuis 1937 et qui a sa propre identité. Et on va dire qu'il y a quelque chose d'intéressant pour que le public puisse venir dans le Palais de la Découverte éphémère pour à la fois faire des médiations ou assister à une séance de planétarium, mais pour aussi venir voir cette structure qui sera présente à Paris pendant 4 ans. On pourra revenir, si vous voulez, après sur la simulation. Alors, voici la maquette qui sera présentée demain à notre conseil d'administration. Donc vous voyez bien le jardin Caroline Aigle avec au niveau gauche les rochers d'escalade, les gros cailloux que vous voyez là. Et on voit les 6 modules qui ont une hauteur de 10 mètres environ et qui s'intègrent, on va dire, très bien entre le cimetière et le jardin. Quelques éléments par rapport au calendrier. On a réalisé un appel à manifestation d'intérêt avec la ville de Paris pour, on va dire, s'intégrer dans le cadre légal de la concurrence sur cet espace-là, qui est un domaine public de la ville de Paris. Actuellement, nous sommes en train de finaliser le dossier pour déposer le permis de construire. Le permis de construire sera déposé normalement lundi. On travaille également avec la ville de Paris pour avoir une convention d'occupation qui va être très, très bientôt signée. Il y aura, on va dire, 6 mois, voire 8 mois pour instruire le PC et purger les recours possibles pour un début des travaux au mois de mars 2020, qui vont durer environ 5 mois. Ensuite, en juin, c'est les équipes d'Universcience qui vont aménager l'intérieur de la structure, les salles de médiation, le planétarium et les bureaux. Ce projet a été présenté à l'architecte des bâtiments de France qui est en charge du 15e arrondissement. Le projet a été validé. On l'a également présenté à la DRIEA et à la direction de l'urbanisme et à la mairie du 15e également. Il y a un accueil très chaleureux et très favorable. Sur le périmètre d'intervention des travaux, donc on aura la zone qui va occuper le bâtiment qui sera, on va dire, condamné. Et il y aura une partie, à ce stade, on n'a pas encore travaillé parce qu'on est encore dans le schéma des études, une bande de 2-3 mètres qui va du coup être immobilisée pour que les travaux puissent se réaliser. Et on vise une ouverture du public en septembre 2020, très certainement plutôt fin septembre. Le Palais à Découverte ferme le 30 août 2020. Et l'objectif, c'est d'ouvrir un mois plus tard, sachant que le mois de septembre, on a une activité assez faible au niveau du Palais à la Découverte. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà la présentation très, très rapide. Donc, évidemment, ce n'est pas un palais de la découverte actuel qu'on fait dans le 15e, puisque la dimension ne le permet pas. Évidemment, l'idée vraiment était de pouvoir continuer à offrir des choses au public sur la médiation scientifique et donc d'avoir cette offre qui soit éloignée de l'autre site d'Universcience, qui est la Cité des Sciences et l'Industrie, qui est Porte de la Villette, et donc vraiment aller vers les publics et toucher le public. Et donc certes, c'est une structure plus petite, mais qui peut quand même accueillir des groupes scolaires, et c'était ça qui comptait pour nous. Voilà. Et je vois qu'il y a déjà une adepte, c'est très très bien. Je vais prendre une petite série de questions. Madame Poméran et mademoiselle aussi, s'il vous plaît.
vous posez, voilà, on prend une série de 2-3 questions de manière à ne pas perdre de temps. Bonjour, merci. Bonjour. Bon, en tout cas, c'est une très belle présentation. Moi, ça me plaît en tout cas. Je pense que Julia aussi, ça lui plaît. Donc en plus, nous, on est vraiment du quartier. On vient tout le temps dans ce coin-là avec nos enfants. Alors, juste à l'endroit où vous êtes, juste, il y a des joueurs de boules. Alors, je ne sais pas la pétanque ou la boule. Hein. Je pense qu'eux, ils vont pas être contents. Hein. Ça, voilà. Bon, moi, ça m'a... Je joue pas aux boules, donc voilà. Mais par contre, comme vous avez dit que vous allez faire des travaux, donc il faut savoir que ce parc-là, les rochers, tout le petit parc qui est ouvert 24 heures sur 24, tout le monde l'utilise, ça va du petit au plus grand. Et là, j'espère que vous n'allez pas vous n'allez pas trop fermer, parce que les enfants adorent cet endroit-là pour jouer. Et si vous fermez, parce que vu les rochers sont quand même proches de l'autre bâtiment administratif, si j'ai bien compris le plan, je pense que vous allez avoir quand même, vous allez déborder sur les rochers et tout ça. Donc les enfants seront un petit peu voilà. Je sais pas, il y aura beaucoup d'enfants. Il faut savoir que le dimanche, celui-ci est tout le temps ouvert. Donc, il n'y a pas d'horaire de fermeture. Donc voilà, sachez, moi, je trouve ça très, très bien. Après, est-ce qu'il y aura... moi, c'est ma deuxième question. Alors, ce n'était pas une question, c'était ce que mon point de vue. Ma question, donc, on voit que c'était ouvert au public en septembre 2020. Est-ce que vous avez déjà travaillé, vous avez commencé à travailler avec les écoles, parce qu'il faut toujours s'y prendre super à l'avance, que ce soit les écoles privées et comme les écoles publiques. Et c'est à partir de quel âge qu'on peut aller dans ce palais découverte? Est-ce qu'il y a un âge, est-ce que ça va du tout petit, des maternelles, des primaires, des collégiens ou des lycéens? Et est-ce qu'il y a déjà prévu plein de choses avec les écoles du quartier? Et est-ce qu'il y aura des tarifs du 15e aussi? Et où où les gens vont se garer? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est vous allez faire venir plein de monde de tout Paris, et ils vont se garer où? Alors, je vais répondre sur quelques questions. J'ai des questions. Alors, je réponds au fur et à mesure. Je vais prendre la question de mademoiselle, et comme ça, voilà, on a 3 questions. Et toi, je te jure que je ne t'oublie pas. Ouais, bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'avais des petites questions par rapport au personnel. Vous avez bien parlé de la partie administration, donc avec des bureaux fixes, mais je suppose quand même que, étant donné la surface moindre et la réduction des activités, il y aura quand même une partie du personnel qui ne pourra pas faire son métier pendant le palais de la découverte éphémère. Donc moi, je voulais savoir ce qu'il allait advenir d'eux, ce qu'ils étaient prévenus, etc. Deuxième question, par rapport au planétarium, vous aviez dit qu'il y aurait un nouveau planétarium. Est-ce que c'est vraiment un nouveau planétarium? Est-ce que c'est du matériel réutilisé d'ailleurs? Parce que vous avez parlé de nouvelles technologies, etc. Et donc, est-ce que ces technologies seront être réutilisées dans le nouveau palais de la découverte? Et enfin, dernière question, par rapport à la date finale. Là, je parle du gros projet Grand Palais, Palais de la Découverte initial. Vous avez dit fin des projets 2024. Ce sera donc livré pour les Jeux Olympiques ou pas? Voilà. Alors, je vais commencer, puis on fera les réponses à plusieurs. Juste en termes de travaux, évidemment, toutes les mesures de sécurité seront prises. Il est évident qu'on ne va pas exposer des enfants à des travaux. Ça veut dire qu'il y aura quand même un périmètre de sécurité, au moins pendant les travaux. Alors, c'est une structure en bois. Donc en fait, ce n'est pas des travaux qui sont longs, enfin il y a 5 mois quand même de travaux, mais qui nécessiteront de sécuriser le site. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Voilà. Sur l'accès, je dirais que nous sommes à Paris, donc nous faciliterons plutôt les transports en commun. C'est plutôt c'est plus facile, et puis en plus il y a des groupes scolaires. De toute façon, ça s'organise avec des transports en commun. Alors, il y avait une question sur le fonctionnement futur, je dirais, pendant la fermeture du Palais de la Découverte, donc la période 2020-2024, et puis la suite. Pendant la période 2020-2024, donc comme on l'a dit, effectivement, le Palais de la Découverte actuel ferme, puisque tout est totalement rénové. Donc, je vous rassure, l'ensemble des personnels sont très largement informés de cette fermeture temporaire du palais pendant les travaux, bien évidemment, puisque ça a été travaillé avec eux. L'objectif, c'est qu'on puisse préparer en revanche dès maintenant l'ouverture 2024. Mais c'est un chantier très long. C'est-à-dire que là, il ne faut pas attendre avant de le démarrer parce que ça va vite arriver. Il faut qu'on puisse le lancer. Donc le fonctionnement 2024 va commencer à se construire
dans les mois qui viennent. Ça veut dire que les personnels du Palais de la Découverte, mais aussi ceux de la Cité, je rappelle qu'Universcience, c'est un établissement unique, qui a 2 sites, mais c'est un établissement unique, et c'est tout l'établissement qui porte la rénovation du Palais de la Découverte, et pas que les personnels qui travaillent au Palais de la Découverte. Et donc l'ensemble des personnels vont être associés à la construction de l'offre dans ses détails pour 2024. Et donc pour les personnels en question, il y a une partie du personnel qui seront sur le site du Palais éphémère et une partie des personnels qui seront sur l'autre site d'Universcience, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, porte de la Villette, où évidemment leur accueil est organisé et l'objectif sera à la fois de travailler sur la Cité et surtout de travailler sur le projet 2024. Sur la tarification, enfin les tarifs, la question elle a été posée. Donc là on est en train de travailler sur l'offre en détail et donc les tarifs arrivent après. Donc je ne suis pas du tout en possibilité de vous dire aujourd'hui quel sera le tarif. On fait toujours en sorte d'avoir des tarifs accessibles, adaptés à nos publics, qu'ils viennent en individuel, qu'ils viennent en groupe scolaire, avec des tarifs favorisés pour des personnes handicapées et autres. Donc on a toujours cette grille de tarifs. Donc il n'y a pas de raison que la politique soit différente pour le Palais de la Découverte éphémère. Mais c'est encore en construction. Voilà. Je vais laisser Antonio Gomez da Costa compléter à la fois sur la partie des écoles et puis le planétarium. Donc pour les écoles, on parle aujourd'hui, l'offre du Palais, c'est surtout à partir de la CM2. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des offres qui sont déclinées après pour les plus petits. Ça dépend aussi du travail et des souhaits des écoles, des maternelles même à proximité. C'est ça vraiment. Donc, pour compléter un peu aussi le travail des médiateurs pendant la fermeture, ça c'est aussi une démarche qu'on veut faire, c'est pas seulement de faire des médiations pour le public, mais c'est de travailler avec des projets et d'essayer, voilà, comment est-ce qu'on peut décliner des offres pour d'autres publics qui sera un peu différent. On est déjà en contact avec la bibliothèque. Je crois qu'on n'est pas encore en contact direct avec les écoles, même si on a déjà présenté le projet, on a déjà eu des contacts informels avec des directeurs des écoles de proximité. Mais il faut vraiment qu'un certain temps. Aujourd'hui, on est en train aussi de voir quelles sont les possibilités réelles d'adaptation des médiations et des activités qu'on fait aujourd'hui. Donc on est encore sur ce chantier-là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, qu'est-ce qu'on peut essayer, ça c'est une autre chose. Et pour dire aussi, c'est vraiment aussi une question pour nous importante pour le palais, d'avoir le palais éphémère ici, c'est de permettre aux médiateurs de maintenir une activité de contact avec le public en permanence, de ne pas s'éloigner d'un public et de cesser de faire des médiations pendant 3 ans et demi à 4 ans. Donc ça c'est une question importante. Juste pour préciser, donc je suis le directeur du centre d'animation et vous nous avez reçus, vous avez demandé un rendez-vous avec ma collègue Madame Garcia de la bibliothèque, ça fait déjà plus d'1 mois. Donc oui, ils sont très très présents, ils sont venus nous rencontrer, ils ont vraiment envie que ça se passe bien et nous aussi, donc très très efficace, je confirme. En plus, parce que c'est vraiment une préfiguration aussi des nouveaux approches qu'on veut avoir avec le public. Donc ça, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Sur le planétarium, c'est un matériel nouveau qui va en effet arriver en août. Donc on l'a déjà acheté. C'est un planétarium digital. C'est pas la machine. Et on va mettre la machine en fonctionnement dans le palais de la Découverte actuel. Oui. Donc on va l'essayer à partir de septembre, si je suis correct sur les dates. Donc c'est un matériel nouveau. Ce ne sera pas l'équipement qui sera après au futur, parce qu'au futur on aura une combinaison, parce que la coupole du futur planétarium de 2024 sera un peu plus grande, donc il y a des contraintes et des spécificités techniques de capacité de projection. Mais c'est le même type d'équipement, si on peut le dire, c'est la même technologie qu'on va mettre dans le palais 2024, sauf qu'au palais 2024, il y aura aussi une composante optique, et aujourd'hui, pour le palais éphémère, c'est surtout une machine digitale, de projection digitale. Voilà. Alors ça amène très bien à la transition d'une question que j'avais en tête, puisque vous parlez d'équipements spécifiques, hein, donc qui va être installé.
Est-ce que vous êtes posé la question, parce que bon, je pense qu'un peu comme tout le monde, je trouve ça super pour le quartier, mais après 2024, toute cette installation-là, est-ce qu'il y a une seconde vie qui est prévue? Est-ce qu'au sein de Universcience, par exemple, et ça pourrait très bien contrebalancer légèrement la cité de la Villette, qui est diamétralement opposée à Paris, ou bien avec un autre organisme ou autre chose? La mairie du 15e a fait la demande que la structure, en tout cas telle qu'elle va exister, puisse être conservée afin de pouvoir y avoir des événements et que voilà. Donc c'est quelque chose. Alors c'est pas fait, c'est une demande qui a été faite, c'est une suggestion qui est faite. Mais en tout cas, nous mairie du 15e, nous serions très contents de pouvoir garder la structure. Voilà. Ok, donc c'est une idée à pousser, ce qui veut dire que si on va dans ce sens-là, il faut que la structure elle soit conçue pour durer plus que 4 ans. Donc ça veut dire qu'il faut y penser dès maintenant, pour ça. Alors, moi je voudrais, pardon. Le concept original et originel de ce palais de la découverte, c'est un palais de la découverte éphémère. Voilà. Donc on a entendu, évidemment, l'offre crée la demande, si je puis dire, et l'enthousiasme nous ravit. Il faut qu'on regarde précisément ce que ça veut dire si en 2024 la mairie du 15e ou d'autres souhaitent garder la structure. Il faut qu'on sache aussi nous ce que nous souhaitons faire parce qu'évidemment ça nécessite l'organisation, l'étude sur la structure. En tout cas la structure pour l'instant prévue par Universcience et financée entièrement par Universcience est une structure en bois, donc il faudra regarder si jamais on décide autre chose. Mais ça, pour l'instant, c'est trop tôt. L'établissement éphémère il sera là pour jusqu'en 2024, ce qui nous laisse du temps de voir ensuite ce qui pourra être décidé. À ce stade, rien n'est décidé. Alors moi, je voudrais revenir sur le côté éphémère, justement. Et moi, 2024, pour moi, c'est très proche. Et je voulais faire une demande à Universcience et à la mairie. Moi, je suis là en tant que membre d'une nouvelle association qui date de moins d'1 an dans le quartier et qui cherche cruellement un local pour se poser. Donc nous, actuellement, nous avons des vacations à la bibliothèque Gutenberg, mais il est bien évident qu'elle n'ont pas la bibliothèque n'a pas vocation à recevoir toutes les associations du quartier qui cherchent à faire du lien social, notamment au Jardin Blanc. Donc moi, ma vraie question, enfin c'est pas une question, c'est une suggestion. Je me dis éphémère, c'est très bien, mais là vous allez créer quelque chose, un engouement certain, et l'enlever dès 2024 ou ne conserver ces locaux que pour de l'événementiel me paraît un petit peu dangereux en termes de ressenti sur le terrain. Donc il faudrait peut-être penser à ça, parce que nous on lutte depuis plus d'1 an pour avoir un local. On a beaucoup de difficultés et on se dit que pour une fois, si l'opportunité arrivait, on peut attendre jusqu'en 2024, mais ce serait peut-être bien. Excusez madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je participe à l'association Macabane. D'accord, merci. Et Macabane est vraiment située au niveau du Jardin Blanc. Et vocation à faire du lien social. Voilà. Et si je peux pousser aussi, parce que je fais aussi partie de la FCPE dans mon collège, je trouve que l'idée d'associer les écoles ainsi que le collège est une très très bonne idée, parce que nous avons dans les écoles actuellement de ce quartier pas mal de difficultés. On va parler de décrochage scolaire, mais on va parler aussi de différences de niveau extrême, donc qui clivent un peu le quartier. Et nous, on pense en tout cas que toute activité, parce que finalement, les sciences, ça peut être aussi ludique, c'est un bon prisme pour des populations qui seraient en difficulté scolaire. Donc vraiment pousser à ce niveau-là. Merci. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le projet, magnifique. Mais effectivement, comme tout projet qui va très bien marcher, ça va attirer forcément beaucoup de personnes. Donc moi, ma question, elle est simple. Pour l'aménagement des transports, comment ça va se passer? Parce que déjà, le tram et les bus, déjà, ils sont très remplis sans l'implantation du palais de la découverte. Donc je voudrais savoir si vous pensiez augmenter la fréquence des moyens de transport ou... Voilà. Alors, Universcience peut faire beaucoup de choses, mais tout ce qui relève de la ville de Paris n'est pas encore dans les compétences d'Universcience. Donc, évidemment, le projet est pensé avec la ville.
mais l'organisation des transports, voilà, c'est la ville qui va les organiser. À ce stade, moi, je ne peux pas vous répondre. Et il faut plutôt vous tourner vers la ville de Paris. Je suis désolée. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé. Et à mon tour, je voudrais vous faire partager un témoignage, plusieurs témoignages donc, du quartier. Je suis responsable d'une association Démocratie locale participative du 15e et depuis de nombreuses années, nous œuvrons donc dans ce quartier, notamment au Jardin Blanc. Et nous avons récemment, depuis 2 mois, fait des questionnaires auprès des familles, des jeunes et des enfants. Et ce qui ressort de ces nombreux questionnaires que nous allons présenter lors de notre fête des habitants qui aura lieu le 6 juillet et que la première chose qui apparaît avec beaucoup d'adhésion, c'est plus d'activités pour les enfants. Donc, au nom de tous résultats de ces questionnaires, vous leur faites un cadeau superbe. Donc, merci infiniment. Bonsoir. Moi, je vais aller plus loin sur l'éphémère. Je voudrais savoir, d'abord, il y a eu une construction en bois dans le 15e qui s'est dégradée très rapidement. C'est sur la place de la Laïcité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une sorte de podium qui a été réalisé un peu rapidement et qui s'est vite dégradé. Mais ma question, c'est pour Universcience. Vous allez présenter demain à votre conseil d'administration ce projet. Je voudrais savoir si dans cette présentation, il est évoqué la revente de cet équipement. Pourquoi je vous le dis, c'est qu'on a vécu la même chose avec la Comédie Française. Il y a eu un théâtre éphémère qui a été installé entre le péristyle et à la fin de l'opération, le théâtre a été intégralement revendu à un autre partenaire. Donc je voudrais savoir si cette éventualité a été inscrite dans votre programme. Je vous remercie. Alors, on va peut-être répondre à plusieurs fois. Je ferai juste une remarque. Je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer au CA de Universcience demain. Voilà. Ce sera la limite de l'exercice. Moi, j'entends votre enthousiasme. Évidemment, il y a des choses qui ont été prévues et d'autres non au moment où je vous parle. Mais il y a quand même une précision qui peut être apportée par le chef de projet. Isabelle, tu voulais poser une question ? Sur la question du rachat et de la reprise, au sein de l'appel d'offres, on a mentionné 2 éléments. Le premier, c'est que le constructeur s'engage à entretenir et exploiter la structure, parce qu'on a des régisseurs et on va dire, des employés qui sont spécialisés dans certains domaines, mais sur cette structure très typique, on n'a pas la compétence pour. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une clause de rachat qui est faite par le constructeur, donc Charpentier-Naumann, au bout de l'exercice, donc en 2024. D'accord. Il se propose de le racheter. Il le rachète. Ça fait partie des articles qui ont été intégrés dans l'appel d'offres. Je ne peux pas prédire 2024 à ce stade, mais... Mais ça, c'est dans le contrat. Comment ? C'est contractuel. C'est dans le contrat, c'est contractuel. Donc c'est déjà décidé, c'est éphémère, point, c'est tout, 2024, Oui, non, c'est pas ce qu'il dit, c'est que le constructeur a une priorité de rachat à l'issue de permis de construire éphémère de 4 ans. Ça n'empêche pas Mais il est prioritaire, ça ne peut pas être... À tout contrat, on peut avoir des avenants. Voilà. Tout à fait. Et la mairie a un droit de préemption, je crois. Il y a des sujets aussi comme ça. Attends, Isabelle. Oui, alors moi c'est une question, je ne sais pas à qui elle doit s'adresser. Je suis conseillère déléguée aux mobilités actives, ça veut dire aux piétons et aux vélos. Il se trouve que votre bâtiment sera établi juste pile sur une allée bétonnée que nous avons créée pour faciliter et permettre d'ailleurs la déambulation, enfin le passage des gens qui sont en fauteuil. Ça sert aussi aux cyclistes, mais c'est moins important. Mais aussi parce qu'il y a des marches qui ont été créées par l'architecte alors que le terrain était plat. Et donc, in extremis, on s'en était aperçu et on avait fait abattre les marches en question des 2 côtés pour permettre 2 accès à plat. Vous avez compris ma question, donc. Sur la question de l'accessibilité universelle, on avait eu ce sujet qui nous était remonté par la mairie du 15e. Donc, au niveau de la structure, si je reprends les plans, vous avez, si vous voyez, une coursive
qui est accessible via une rampe et qui permet de redessiner ce que vous présentiez à l'instant, à savoir la coursive en béton, qui permettra d'aller de la rue Saint-Charles à la rue Gutenberg en passant par cette coursive qui sera accessible à tous. Nuit et jour, sachant que les grilles sont fermées au niveau du parc, donc il y aura une gestion qui sera faite. Le jardin Caroline Aigle est fermé à ses 4 coins. Je ne parle pas de l'esplanade au sens large. Donc il y aura vraiment un traitement qui sera fait pour l'accessibilité universelle. Le seul élément que j'ai oublié de préciser dans cette implantation, on retire la série de réverbères qui est située à proximité de cette coursive qui permet d'accéder de la rue Saint-Charles à la rue Gutenberg. Donc on a intégré ce besoin. On le crée si vous voulez. Alors je vais vous montrer directement. Non, je crois que vous ne parlez pas de la même chose. En fait, ce dont elle parle, c'est d'une rampe bétonnée qui a été livrée il y a maintenant 2 ans et qui fait toute la longueur, qui se situe à peu près au milieu du bâtiment et qui permet de traverser pour rejoindre la rue Saint-Charles. Non, elle n'est pas là. Elle est au milieu du bâtiment, pile au milieu. Oui. Ça y répond, mais très partiellement, vous faites une accessibilité à chez vous, ce qui est d'ailleurs obligatoire. Mais moi, je parle de la traversée du parc, en effet, depuis la rue Saint-Charles jusqu'à la rue Gutenberg, par les promeneurs ou les gens en fauteuil. Enfin, oui, mais l'allée en béton, il faut la reconstruire de toute la traversée, pas seulement sur la rampe devant pour... vous comprenez ? Au niveau de la rampe, il y a un traitement voilà, spécifique dans ce cas-là, je me fais comprendre. Oui. Pour d'accessibilité antidérapant et tous les éléments nécessaires. Et il y a une continuité jusqu'à la rue Gutenberg et la rue Saint-Charles. C'est un élément, nous, en étant un espace, un équipement qui reçoit du public, on est dans l'obligation de traiter l'accessibilité depuis la chaussée jusqu'à la structure. Ce n'est pas au pied de notre bâtiment. Donc on est obligé, depuis la chaussée, de traiter cette question-là. On l'avait déjà intégré dans l'appel d'offres. Ça n'apparaissait pas sur les plans. Mais ça ne va pas vous poser un problème, en fait, parce que là, on est en train de se dire que des marcheurs vont passer. On est en train de dire qu'il y a des marcheurs qui vont passer par là, alors que vous définissez dans le jardin l'entrée et la sortie du public. Et donc là, on est en train de se dire que des gens vont pouvoir traverser en trottinette, en fauteuil roulant, pour pouvoir juste passer d'un côté à l'autre. C'est pas un reproche, c'est juste un conseil. Et peut-être que plutôt que d'imaginer ça, plutôt imaginer le contournement du parc, peut-être, plutôt que de traverser au milieu de ça. Sinon, vous n'allez jamais réussir à traiter votre flux entrant, sortant de public. Enfin, je l'imagine comme ça. C'est une question intéressante. Je pense qu'il faut qu'on la considère dans le développement du projet. Cela étant, on a aujourd'hui 2 sites qui sont tous les 2 sur la chaussée, avec déjà des entrées qui donnent directement sur des flux de visiteurs. Et je vais vous donner un point de vue, puisque j'ai en charge le développement des publics. Pour nous, c'est très important que le jardin Caroline Aigle reste accessible à l'ensemble des habitants du quartier, y compris ceux qui se contenteraient de le traverser pour passer d'un côté à l'autre de la chaussée. Et au contraire, qu'on arrive à s'intégrer dans un écosystème un peu général et à intéresser finalement aussi les gens qui vont traverser. Donc on réfléchit notamment, alors on n'y est pas encore, mais on réfléchit par exemple à des projets de petites expositions qu'on pourrait mettre aussi sur le pourtour du jardin. Ça fait partie pour nous d'une installation sereine et cohérente dans le quartier. Vous nous montrerez les plans et on verra. Parce que là, pour l'instant, on travaille un peu. Monsieur là-bas à gauche. Oui, Monsieur Vessette, vous avez parlé des consultations préalables. Est-ce que vous avez consulté l'architecte de ce jardin que j'ai connu quand il était jeune? C'était une de ses premières œuvres de jeunesse. Comment il a réagi? Il a adhéré? Sur les différentes consultations, effectivement, on a, comme je vous l'ai dit, rencontré l'architecte des bâtiments de France. J'arrive sur la question de l'architecte, les concepteurs du parc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les concepteurs du parc ont été associés à une époque avec le concepteur de la structure actuelle.
on a présenté le projet au secrétariat général de la ville de Paris et aux différents cabinets qui ont fait le relais auprès des concepteurs du parc pour qu'on ait un accord de principe pour qu'on puisse s'intégrer. C'était la question prioritaire pour qu'on puisse continuer ensuite le processus de l'appel d'offres. Bonsoir. Alors moi j'ai deux petites questions. C'est sur la structure elle-même. J'ai pas trop compris. Alors il y a une architecture en bois, d'accord. Mais après vous posez quoi dessus? Ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comme c'est éphémère, on a quand même pour 4 ans. Est-ce que vos projets vont bouger? Il y a le planétarium, je suppose, qui va rester tout le temps là. Mais sur les 3 autres salles, vous allez mettre des projets qui vont bouger ou ça sera 4 ans les mêmes événements? Sur la question de la structure, et je laisserai Antonio compléter sur la question de l'offre, c'est vrai que je ne me suis pas trop attardé sur la question. Donc c'est une structure en bois qui est très légère et qui sera installée avec des technopieux, c'est-à-dire des pieux qui vont être creusés dans le sol et la structure sera autoportante avec ces éléments-là. On est sur une structure en bois où on duplique 6 éléments similaires. Donc vous avez ici sur la maquette, on arrive bien à visualiser la charpente du chapiteau et on a ensuite 4 boîtes qui sont des carrés identiques et qui sont tenus par des poutres en bois. Il y a 0 béton dans cette structure, on est sur du bois et les couvertures qui sont colorées, c'est des membranes en polycarbonate et qui sont donc aujourd'hui, ce n'est plus du PVC et c'est des liners de piscine qui se développent de plus en plus dans toutes ces structures éphémères. L'entreprise, l'atelier construit est en train de réaliser un cirque à Bagneux. Donc vous pouvez aller voir sur Internet pour que vous ayez une belle référence. C'est du liner de piscine qui est du coup utilisé. On est sur une structure de 10 mètres de haut, effectivement. Celui-là. Voilà, sur les 6 chapiteaux, il y a un des chapiteaux qui sera transparent et translucide en verre qui correspond à l'accueil principal, où on sera sur un volume plein et entier. Les autres volumes vont être, on va dire, entresolés à mi-hauteur. On est ici sur une structure entière, donc quand on rentrera dans l'accueil, on aura un grand volume de 10 mètres de haut. Peut-être sur la question de l'offre, Antonio. Oui, pour... C'est un peu plus parlant. Oui. Pour répondre rapidement à la question de l'offre, oui, ça va évoluer nécessairement et c'est un souhait qu'on a bien sûr. On adapte déjà, par exemple, l'offre en ce qui concerne l'offre pour les groupes scolaires. On adapte l'offre à la demande des écoles, et donc des changements du programme, à des souhaits. Et en plus, comme je l'ai dit, on a envie de tester des nouvelles propositions. Et donc, on veut travailler avec les personnes et le public qu'on aura ici, mais pas que. Donc, on va aussi à la Cité, en tant qu'on n'est pas en phase publique, travailler sur des nouvelles propositions, travailler avec des enseignants, travailler avec des scientifiques, et on va proposer des programmes nouveaux à tester ici. Je vais reprendre juste une question afin que nous puissions aborder le dernier sujet, s'il vous plaît. Encore une question? Les maximum, voilà, c'est tout. Pardon, ça sera donc ouvert toute la journée, mais si c'est principalement pour des classes, des élèves, vous pensez qu'il y aura, voilà, parce qu'il y aura peut-être des heures précises où il y aura plus de monde. Je pense que le flux ne sera pas toujours le même. Et juste une toute petite allusion à la structure. Mais bon, c'est vrai que 10 mètres, c'est pas si haut que ça. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup de vent, comme c'est très espacé. Et quand on a du vent dans le quartier et sur la place, voilà, on a quand même eu des arbres qui sont tombés, là, dernièrement, des branches, un arbre entier. Donc voilà, je me posais la question, surtout la structure ouverte, là, où celle de l'accueil, il me semble.
Alors, la structure n'est pas ouverte. C'est un peu une coquetterie de la maquette, mais elle n'est pas ouverte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que d'un point de vue structurel, les architectes et le groupement qui prend en charge a bien intégré le fait que c'était une esplanade qui pouvait être effectivement très venteuse. Et on s'en est rendu compte nous-mêmes il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la fête organisée par le comité de quartier. Sur la question de la fréquentation, sur la question des horaires, comme le disait Anne-Claire Ampro tout à l'heure, on est vraiment en train de construire, nous, cette offre dans son détail. On va vraisemblablement garder les points de structure forts de l'offre actuelle du Palais de la Découverte, c'est-à-dire des créneaux réservés aux scolaires, sur le biorhythme des écoles, parce que fondamentalement, ça ne sert à rien pour nous de programmer pour les écoles après 15h30, on le sait. On reçoit aujourd'hui déjà des élèves du privé au Palais de la Découverte, et je vous assure que quand on est sur des créneaux en réservation, on sera sur réservation obligatoire pour les écoles, comme on l'est aujourd'hui au Palais de la Découverte. On a une programmation qui sera réservée des jours de programmation qui seront réservés aux écoles, des créneaux qui en revanche seront ouverts à ce qu'on appelle nous les publics individuels, donc il faut entendre famille, groupe d'amis, etc. Et puis une programmation le samedi et le dimanche qui, elle, sera aussi ouverte aux familles. Et puis aux groupes extrascolaires, c'est-à-dire qu'on accueille aujourd'hui au Palais déjà beaucoup de groupes extrascolaires et on continuerait à en accueillir au Palais de la Découverte éphémère. On est en train de construire, comme on le disait, la tarification, la durée des séances, le nombre d'ateliers qu'on peut faire à chaque fois. Enfin, toutes ces choses-là sont vraiment en cours d'élaboration de notre côté. 7 jours sur 7 ou 6 sur 7 ? Vraisemblablement 6 jours sur 7. Fermeture le lundi. Le lundi. Encore une question, parce que vraiment après on va être pris par le temps. Vous avez plusieurs cônes qui ont 10 mètres de hauteur et ce sont quand même des surfaces qui vont capter le rayonnement solaire. Qu'est-ce qui est prévu dans des périodes de canicule comme nous vivons pour équilibrer la température à l'extérieur donc de ce bâtiment? Merci. Alors l'équipement sera climatisé et surtout ventilé, notamment grâce à la hauteur importante des chapiteaux. Je pense notamment au niveau de l'accueil. Vous avez des petits chapeaux qui remontent et qui seront ouverts et qui permettront du coup de laisser passer de l'air pour gérer justement les flux d'entrée d'air frais, notamment l'été. Et l'hiver, on est sur un système classique de chauffage. C'est une question très importante. On a réalisé un programme thermique et qu'on a adossé à l'appel d'offres, vu qu'on est sur une fréquentation de groupes scolaires avec un public, on va dire, qui rentre d'un coup et qui ressort d'un coup, donc avec des chocs thermiques qui sont très importants. Donc c'est vraiment une question qu'on a intégrée depuis le début de l'appel d'offres. Eh bien c'est bon. Vous vouliez conclure, non? Tout va bien? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, nous sommes très contents de venir dans votre quartier. Je pense que c'est une vraie chance pour vous et pour nous, vraiment. Et en tout cas, nous, on veut saisir cette chance aussi pour construire avec vous l'offre qu'on doit construire pour 2024. Et c'est une occasion vraiment très intéressante. Et évidemment, d'ici l'ouverture, il y aura des informations qui seront faites et on précisera la programmation. Vous avez compris qu'on est en train de finir de programmer les horaires, les tarifs. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Voilà. Merci de nous avoir invités ce soir. C'est nous et vraiment merci pour ce superbe projet et on vous dit à très très bientôt. Merci. Alors nous allons aborder notre dernier point à l'ordre du jour, la présentation de l'arche quai de Javel. Monsieur Marquez. Voilà, très bien. Nous vous écoutons. C'est mieux. Merci. Alors bonsoir à tous, je me présente, Sébastien Marquez. Donc voilà, je suis directeur général de l'Arche, le projet que je vais vous présenter maintenant.
Bon, comme il est un peu tard, je vous promets, je vais essayer d'aller vite. Donc ce projet, on est le porteur de projet Why Not Production. À la base, on est des producteurs de films, des films d'auteur. Donc Audiard, Desplechin, Podalides, des trucs comme ça. Et puis on s'est mis à créer des lieux sur le même modèle que nos films, c'est-à-dire des lieux un peu uniques et atypiques. Donc on en a créé une petite dizaine dans Paris, des salles de cinéma, des bars, des restaurants. Mais à chaque fois, on essaie d'avoir un projet avec une âme qui n'est pas une chaîne. Et donc c'est sur ce modèle-là qu'on a voulu créer donc, ce projet intitulé L'Arche, qui est un lieu de vie pour le bien-être du corps et de l'esprit, et qui mélange toutes les activités que nous, on aime. Donc c'est-à-dire... d'abord, on est à la sortie du parc André Citroën sur le quai de Javel-Bas. Et on est en pleine construction actuellement d'un ponton qui fait 110 mètres de long par 15 mètres de large. Donc, c'est-à-dire à peu près le même gabarit que les bateaux-hôtels qui stationnent juste avant. Et un terre-plein sur le quai de à peu près 2500 mètres carrés. Donc, on a essayé de faire un mélange de plusieurs activités pour pouvoir se dire que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre et un lieu de cohésion sociale. Donc avec sur le quai des aires de jeu pour enfants en libre accès, des agrès de sport en plein air, une partie restauration bar, des cours de squash en plein air et une salle de sport en plein air, comme on peut trouver sur les plages type Venice Beach aux États-Unis. Et sur la partie flottante, donc une piscine flottante de 50 mètres, un centre de sport avec cardio, cours collectifs, salle de musculation, un centre de rééducation avec de la balnéothérapie, cryothérapie, des kinés, un restaurant en rooftop et puis un bar. Donc ce projet, on a commencé les travaux sur le quai en avril 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Et on a fait une ouverture partielle fin mai, début juin 2019 d'une partie de la terrasse. Et le projet complet de la barge est actuellement en construction et est prévu pour septembre 2020. Donc là, la partie qui est déjà ouverte, c'est cette partie qui est encadrée, qui constitue la terrasse. Alors voilà, nous... Attendez, on laisse monsieur... Voilà. On prendra les questions après. Alors voilà, juste je vais expliquer. Monsieur, jusqu'au bout. Donc en fait, nous, on est les nouveaux amodiataires. On a signé un contrat de 20 ans. On est propriétaire et on a conçu les installations qui sont actuellement fabriquées, qui sont différentes de celles de la Javel de l'année dernière, et là qui ont été faites entièrement neuves et sur mesure par nos architectes. Par contre, comme on est relativement occupé sur la construction du bateau actuellement, pour cette saison, l'exploitation a été sous-traitée à la Javel. Donc ils étaient sous-amodiataires jusqu'à l'année dernière. Maintenant, ils sont juste nos sous-exploitants pour cette saison. Donc on est leurs propriétaires et ils sont nos preneurs, quoi. Enfin nos loueurs, quelque part. Donc je précise, c'est pour cette saison jusqu'à la fin donc au 31 octobre. Si je reviens un peu sur la programmation donc du projet complet, on a essayé d'associer beaucoup de gens pour essayer de multiplier les savoirs sur les activités. Donc on a travaillé avec nos architectes Scène Design, on a travaillé aussi avec des spécialistes de centres de piscine. On a beaucoup travaillé avec les associations et les fédérations sportives, notamment les fédérations handisport, puisque le projet a une petite particularité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est qu'il a été pensé pour être entièrement confortable et utilisable par tous les types de handicap. C'est-à-dire, on a toujours l'image du fauteuil roulant, mais il y a aussi les aveugles, les malentendants et tout type de handicap. Donc on a vraiment travaillé avec les fédérations pour que quelqu'un, un fauteuil roulant ou n'importe quelle personne en situation de handicap puisse venir et l'utiliser de manière indifférente. Donc avec des systèmes de... Par exemple, je pense à la piscine, il y a un système de mise à l'eau qui a un ascenseur qui permet au fauteuil roulant de descendre directement dans l'eau.
sur certains agrès de sport, il y a des applications qui permettent, en scannant l'agrès, l'application nous parle et permet à un aveugle de savoir qu'est-ce qu'il peut faire sur cet agrès. Donc on a travaillé avec eux, on a travaillé avec des kinés du sport, des sportifs de haut niveau, des écologues, notamment je pense à Zoom qui est un écologue qui nous permet de recréer un écosystème marin entre le quai et le bateau. On a essayé de travailler avec des startups environnementales aussi, par exemple Plume Labs, qui permet de mesurer la qualité de l'air instantanément, donc savoir quelles recommandations sportives on peut faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est mieux d'aller courir dans le parc André Citroën ou ce jour-là c'est mieux de courir sur un tapis à l'intérieur. On a travaillé aussi avec des neurologues, puisque l'idée c'est que ce soit un équipement très haut de gamme où on puisse accueillir des sportifs de haut niveau, mais aussi un équipement de quartier familial où on puisse accueillir des enfants, des grands-parents. Et donc on a travaillé avec des neurologues de l'ENS qui ont réfléchi sur le sujet de la fragilité des personnes âgées et comment le sport permet une amélioration de la santé des personnes âgées. Donc c'est eux qui sont à l'origine du remboursement des séances de sport par la sécurité sociale. Donc on travaille avec eux. Et on a essayé de penser pour que ce soit pratique pour les utilisateurs. On s'est placé du côté utilisateur. Par exemple, l'un des cahiers des charges pour les kinés qui travaillent avec nous, c'est d'être disponible de 7h du matin, enfin à tour de rôle, hein, pas tous, de 7h du matin jusqu'à a priori 22h. Parce que la plupart des gens qui doivent aller chez le kiné et qui font des horaires de bureau, ils ont 2 heures le midi et puis ils sortent, je sais pas, à 18h, et quand ils sortent, il y a un créneau disponible parce que le kiné finit à 18h30. Donc on a essayé de penser à un côté pratique, côté utilisateur. Tout a été fait donc, pour travailler avec les architectes, les bâtiments de France, les paysagistes, pour qu'il y ait une insertion dans le site. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir un bâtiment fermé, c'est de se dire on est sur la Seine. Donc de pouvoir profiter d'un restaurant en rooftop totalement avec des verrières de partout pour pouvoir dire on mange en voyant la Seine. La piscine, donc c'est une piscine à débordement côté Seine pour avoir l'impression d'être sur la Seine, avec des hublots en verre pour pouvoir voir ce qui se passe. Et que sur le quai, on ait l'impression d'avoir un bâtiment ouvert et de ne pas avoir un blocos, quoi. Donc tout est fait pour que ce soit au maximum transparent. On a travaillé aussi sur les usages et sur l'évolution du bâtiment au fil de la saison, puisqu'on est soumis au démontage des installations comme toutes les installations sur les berges de Seine, c'est-à-dire que le bateau reste là à l'année, et tout ce qui est terrasse sur le quai doit être démonté en période, alors c'est actuellement en cours de définition, mais en période hivernale, période de risque de crue. Ce qui fait qu'on a travaillé sur la polyvalence et les usages, c'est-à-dire que la piscine, en fait, elle est sur 2 niveaux et elle peut être vidée de moitié pour faire une piscine de 25 mètres et récupérer l'autre partie pour faire des activités d'hiver. Là, voilà, c'est quelques vues d'architecte de ce qui se passerait à l'intérieur. Donc le but, c'est de pouvoir être, comme je disais, totalement transparent, de pouvoir rendre aussi de la végétalisation, parce que c'est toujours plus agréable de faire du sport quand on n'a pas l'impression d'être sur du béton, mais quand on a l'impression d'être avec des arbres à côté. Et aussi, quitte à faire du vélo d'appartement en salle, c'est toujours mieux de regarder les bateaux passer. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais sur ce projet dynamique et modulable qui aussi a été pensé pour que les éléments qui soient sur le quai, alors pas tous, puissent être rapatriés sur le bateau pour continuer à exister l'hiver, pour pas avoir de perte d'activité, de proposition d'activité. Donc voilà, c'est un projet qui est prévu pour, on l'espère, septembre 2020. Et alors sur toutes les présentations que je fais, alors là il y a un petit problème, mais je laisse toujours mes coordonnées
Je ne sais pas comment on peut le recadrer, mais au pire, je pense que la mairie peut vous les donner si besoin. C'est-à-dire que c'est un projet qui est vivant. Donc on le fait en essayant d'intégrer toutes les remarques, positives ou négatives, et toutes les propositions. Donc on essaie d'avoir un équipement de dimension nationale, internationale ou de haut niveau, mais que ce soit aussi un équipement de quartier. Donc on a déjà contacté certaines associations. Là pour l'instant, le but c'était de lancer la fabrication du bateau qui est parti. Et donc maintenant, on commence petit à petit à rentrer dans l'exploitation. Donc s'il y a par exemple des associations ou des personnes individuelles qui ont des remarques, des propositions, des suggestions, je laisse à chaque fois mon adresse mail directe et on est ouvert à toute rencontre ou proposition. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je peux prendre quelques questions encore. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure. C'est gentil. Bonjour. C'est un peu petit, mais voilà mon adresse mail du coup. Allons-y, madame. Allons-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais savoir si ça marche à l'année, ça veut dire que vous avez un toit ouvrant sur la piscine. Ce sera une piscine qui sera ouverte, utilisable que l'été, fermée. Ça marche comment ? Donc, c'est un bassin nordique, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé, mais il est chauffé. Donc, l'eau est chauffée. Il y a une partie de la piscine qui est couvrable et fermable, mais quoi qu'il en soit, on rentre jusqu'à l'entrée de l'eau, on est dans un sas chauffé. Mais par contre, effectivement, en hiver, on reste fondamentalement découvert. Ok. Alors ça, pardon, juste pour compléter, c'est que c'était un vrai choix d'exploitation, parce qu'en fait, il y a très peu de bassins nordiques qui existent. Enfin, notamment dans Paris. Et la météo sur Paris pose pas de problème, notamment la pluie l'hiver ? Tous les gens qu'on a consultés nous disent, tant qu'il y a un sas... quand je dis les gens, c'est à la fois les fabricants, les exploitants, et aussi les nageurs. C'est que tant qu'on peut rentrer jusqu'à... on a les pieds dans l'eau en étant à l'air chauffé, une fois qu'on est dans l'eau, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle des plages, alors, qui sont en l'occurrence en bois, mais qui sont chauffés jusqu'à ce qu'on rentre dans la piscine sur le même principe que les piscines de sport d'hiver. D'accord, ok. Et après, j'avais une petite remarque, là, parce que vous disiez remarque constructive. Je suis allée à la Javel plusieurs fois, et en fait, sur les sols, il y a plusieurs niveaux, et je trouve que c'est assez dangereux. Il y a peut-être une raison, mais il y a des surbauds, et je pense que quand on fait la queue, au bout d'un moment, on fait pas trop attention, et je trouve que c'est assez risqué en fait. Alors ça, c'est une remarque qu'on a déjà eue du coup. Ce qui s'est passé, c'est que le dénivelé est très important à cet endroit-là, et donc faire un platelage unique, c'est très très compliqué. Ce qui faisait que au début, en fait, tout est monté sur pied et tout est réglable. Donc fondamentalement, on peut régler chaque haillon. En fait, la manière dont c'est construit, c'est que c'est des modules et le platelage, c'est juste la paroi du module qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc ça a été pensé pour si jamais il y a une crue, on ferme les modules et on peut partir en quelques heures seulement. Au début, tout était à niveau, mais ce qui faisait que on avait un énorme dénivelé sur le côté. Okay. Donc ça a été fait comme ça cette année-là. C'est quelque chose qui, là par exemple, on a déjà rajouté des garde-corps la semaine dernière pour sécuriser certains endroits. Et a priori, du retour que j'ai, puisque du coup moi je suis pas exploitant sur place, j'y passe a priori quelque part en voisin. Mais donc ça a permis de résoudre pas mal de problèmes, et c'est quelque chose auquel on réfléchira beaucoup plus posément à la fin de la saison, une fois que ça sera démonté et qu'on pourra faire des relevés plus précis du dénivelé. D'accord, merci beaucoup. Monsieur. Je pense que vous êtes devenu au monsieur, donc vous voyez. Merci.
bon, en tout cas, c'est un beau projet encore. 2 projets 2020, super, hein, dans le 15e. Je pense que je vais y rester encore plus longtemps. Donc voilà, moi j'avais des questions, parce que tout à l'heure, vous avez dit que ça pouvait être aussi un centre de rééducation. Moi, vous voyez, j'ai été opérée il n'y a pas longtemps. J'étais à la Châtaigneraie, donc à le centre de rééducation, à un hôpital de jour dans le 15e. Alors si maintenant on peut faire notre éducation pris en charge comme un hôpital de jour sur un bateau vu sur la Seine, moi je suis partant de me refaire repérer en 2020 l'autre genou, mais bon, je ne souhaite pas, mais en tout cas, est-ce que ça va vraiment être ça, ou c'est que des séances de massage, ou c'est vraiment des séances de kiné avec des vrais kinés, avec un suivi? Parce que vous avez parlé tout à l'heure que il y a l'albanéo et tout ça, donc ça fait vraiment partie d'un parcours de rééducation, vraiment à 100%. Alors oui, c'est vraiment un vrai centre de rééducation. Donc, à 100%, par la Sécu, à 100%. Oui, là on est en train de travailler dessus justement. D'accord. Les kinés qu'on a recrutés, alors donc je peux pas les citer actuellement non, parce évidemment. que ça reste confidentiel, mais c'est des kinés de très grosses équipes sportives. D'accord. Donc ça a été designé, l'équipement qu'on a actuellement, ça fait de nous un centre aussi haut de gamme que celui du PSG ou D'accord, mais il faut être de sportif, très grosses alors. équipes. Alors non, c'est-à-dire que c'est dimensionné pour pouvoir recevoir le plus, c'est-à-dire le plus exigeant étant le sportif de haut niveau, mais c'est aussi fait pour recevoir des soins quotidiens. L'exemple que je donne toujours, c'est à tous ceux qu'on recrute sur ce projet, notamment les kinés, c'est de dire on peut recevoir l'attaquant vedette du PSG comme ma grand-mère. D'accord. Ok. Donc vous serez soigné avec Mbappé, vous êtes contente. Voilà. Bon, d'accord. Ça c'est bien, mais bon. Voilà. Et le tarif, parce que bon, il y a la partie santé. Et après, si on veut accéder à la piscine, à la salle de sport, le tarif, c'est comme dans un club, c'est comme c'est comme Aqua Boulevard, voilà. Est-ce que c'est un tarif inaccessible? Parce qu'Aqua Boulevard, c'est très cher, on y va en famille, à 4 enfants, c'est une fortune. Et est-ce que vous allez plutôt me faire des tarifs où tout le monde pourra venir vraiment en famille, ou c'est réservé à une catégorie du 15e, de célibataires et tout ça, ouais. Alors, donc là, les tarifs, étant donné qu'on est en cours de fabrication et que le budget définitif est en cours, les tarifs ne sont pas totalement arrêtés. La philosophie du projet, c'est de dire qu'on n'est pas là pour faire un club fermé. Voilà, c'est ça. C'est pas pour être désagréable avec les éventuels responsables de ce projet-là, mais le but, c'est pas de faire Molitor. Qui est très bien, hein, mais qui n'est pas la même philosophie que nous. Voilà. Et tout a été pensé aussi, pareil, pour que, par exemple, le restaurant n'est absolument pas réservé aux adhérents du club. La piscine, on peut y rentrer à l'unité et ce n'est pas réservé à ceux qui ont un abonnement annuel. Donc tout est fait pour qu'on puisse rentrer de manière unitaire et pas c'est un abonnement, il faut se mettre sur liste d'attente pendant 3 mois et c'est 1 an, sinon on n'y va pas, quoi. Oui, moi, je voudrais simplement vous poser une question. Le projet est magnifique et je vous félicite. Comment vous le financez? Parce que vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect financier, à moins que je n'ai pas entendu. Ah, alors j'en ai pas parlé du tout. Ah ben c'est important. Alors c'est 100% des fonds privés, hein. Et on a 0 fonds publics. Et où en êtes-vous, les fonds privés? Le budget, ça y est, il est bouclé, donc c'est pour ça qu'on a lancé la construction. Bravo. Merci. Monsieur. Merci. Oui. C'est pas le plus intéressant. 30 secondes pour vous dire que vous nous l'aviez déjà présenté l'an dernier et qu'on était éblouis. Déjà parce que vous êtes vraiment jeune et que c'est formidable. Merci. On était très heureux que vous ayez remporté ce projet. La seule petite question, et je passe, c'est vous attendez quel genre de... Enfin, est-ce que vous pensez drainer que le 15e ou beaucoup plus? Enfin, 16e en face. Vu l'endroit, je me posais la question de... Vous avez forcément eu des projections sur la clientèle, entre guillemets. Ce qui est bien pour nous d'être à cet endroit-là, c'est que déjà, il y a quand même un vrai creux, en fait. C'est-à-dire que, malheureusement, autour, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, ça va déjà être, on l'imagine, assez rempli par les gens alentours.
Après, on a beaucoup de demandes là parce que le projet commence à circuler, notamment par exemple des sportifs, des fédérations, en vue notamment de Paris 2024. Déjà, on est en contact avec la mairie centrale pour voir ce qui est possible et de faire vis-à-vis des centres aérés, des trucs comme ça. Donc on essaie de garder le but, nous, à chaque fois, c'est dans tous les projets qu'on fait, c'est qu'on veut garder une échelle humaine, quoi. Et pouvoir, quand on y va, dire bonjour au serveur qu'on connaît, voir le client habitué. Donc on n'est pas du tout sur de la clientèle de passage. On est vraiment pour essayer que les gens puissent se reconnaître. Par exemple, on a le Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont dans le 19e, qui est devenu un peu une espèce de MJC de quartier où il y a le club de boules des vieux du quartier qui viennent tout le temps. Il y a le bal des seniors qui viennent danser une fois par mois. Il y a les écoles du quartier qui viennent faire des espèces, je ne sais pas si on dit ça pour les écoles, mais des masterclass sur le recyclage, par exemple, dans les établissements. Là, le but, c'est vraiment de continuer dans cette dynamique, d'être un équipement de proximité, quoi. RER, vélo. Mais vous avez tous les transports. RER, vélo. Mais il y aura tout. Mais Alors, vous par allez contre, à la il n'y a Gaguette pas de quelle possible façon de se garer sur le site. On n'a pas de voiture parce que le but, Il y c'est a de pas faire de venir voiture. les gens en vélo. Donc, il y aura des parcs à vélo dessus. Il y a le RER qui est juste à côté. Franchement, oui. Et puis après, il y a quand même des solutions de transport en commun qui sont relativement... Enfin, qui est quand même très bien Il y a desservi, le quoi. RER, il y a le 88, il y a tout ce que vous voulez. Et en plus, c'est des gens Un bateau-bus. La Farge. Il y a un bateau-bus ou pas encore? Je crois pas. Mais la Farge ne passe pas par là, madame. La Farge, je crois qu'ils ont été détournés depuis détournés, qu'il y a donc, eu l'espèce de réhabilitation du quai, les travaux sur Point P. Mais non. Alors, non. Peut-être que je me trompe, mais j'en ai vu relativement peu pour l'instant. Alors peut-être qu'on est en... D'accord. Eh ben, on ira discuter avec la Farge à ce moment-là, du coup. Oui. C'est bien. Merci. Monsieur a une Merci. question. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Bonsoir. J'ai bien écouté votre projet sur les tendances. Comme ce sont des investissements privés, il y a toujours quelque part un retour sur investissement. Donc il y a une économie de ce projet. Donc ma question est la suivante. Je suppose que vous avez fait l'étude de la fréquentation actuelle, type de public, et volumétrie et résultats. Et que donc vous avez projeté un autre public, une autre volumétrie. Qu'en est-il? Alors en fait, nous, quand on monte les projets, on raisonne totalement différemment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le projet nous plaise et après on part du principe qu'on arrivera à le rentabiliser. Par exemple, malgré tout, en fait, il y a beaucoup de projets qu'on fait où on est juste à l'équilibre. On le fait pour le projet parce qu'on est content de l'avoir et parce qu'on est content de dire moi quand j'y vais, je suis dans ma salle de sport et je suis content d'aller faire mon sport. Et donc on vise un équilibre. Là, le projet, on a réussi à maîtriser les coûts et ils sont beaucoup moins importants que des fabrications comparables. Alors je vais modifier ma question, si vous permettez. Je vais sortir de l'économie et je vais vous demander quel est l'impact que vous avez évalué ou espéré en termes de modification du public actuel versus le nouveau public. Alors ça, j'ai pas tellement de réponse. On ne s'est pas dit une modification du public. On a étudié des volumes, c'est-à-dire on s'est dit on a une capacité de... alors le bateau est donné pour avoir une capacité de 2000 personnes au total, parce que c'est un ERP de première catégorie.
on a travaillé sur dire, à chaque fois, nous, on fait des modèles économiques sur des comparaisons à l'existant. C'est-à-dire que on se dit que nous, on a un restaurant qui fait tant de couverts et on travaille sur un pourcentage de nos existants. Parce que sur nos existants, on connaît parfaitement les charges et donc, du coup, on ne travaille que sur des volumes existants, pas sur une modification. Je termine. Je suppose que vous êtes allé déjà voir à la Javel le public qui était. D'accord ? Oui. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que vous aurez le même public. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand on regarde les équipements qui sont prévus, la sophistication de mes équipements, réputés haut de gamme, je n'imagine pas une minute que ça va être le même public. C'est ça. C'est bien ma question. C'est bien ma question. Oui, mais enfin, c'est Rosa Bonheur qui va gérer derrière ? Alors non, nous, on est Why Not Production, on est actionnaire majoritaire de tous les établissements Rosa Bonheur. Par contre, ce n'est pas celui-là, c'est Why Not, encore une fois, l'actionnaire majoritaire, mais qui n'est pas lié à Rosa Bonheur. J'ai lu que c'était, à tort, Rosa Bonheur qui était chargée de l'exploitation. Alors du coup, ça s'est beaucoup dit, effectivement, mais la confusion, c'est que nous, on est actionnaire majoritaire des Rosa Bonheur, mais que peut-être que ça changera, parce qu'on parle d'un truc dans 2 ans, mais actuellement, dans l'état des choses, de toute façon, Rosa Bonheur n'est pas du tout dans le capital de la société L'Arche. Et du coup, pour l'instant, ce n'est pas prévu que ce soit Rosa Bonheur qui exploite. Bon, je vais prendre juste, monsieur, une dernière question. On est obligé de rendre les locaux. Pour l'instant, on est sur une projection de 200 personnes. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, je voudrais savoir... C'est toujours plus facile quand les gens habitent à côté pour venir. Donc, oui. Allez-y, dans la monsieur. mesure du possible, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir si vous êtes prêt à coopérer avec une association pour un événement culturel éphémère. Sur le principe. Parce qu'on a essayé de le monter sur les nouveaux quais et on a découvert quelque chose de très particulier. C'est que les ports de Paris délèguent les usages des éléments publics au point P, par exemple. On voulait sur la placette du point P, on nous a dit non, c'est pas le port de Paris qui gère ça, vous voyez ça avec point P. Donc ça a mis des mois et on a laissé tomber. Donc je voudrais savoir si vous êtes plus coopératif que point P pour organiser un événement éphémère sobre, propre, mais culturel. Voilà. Je ne peux pas parler pour Point P, je ne sais pas s'ils sont collaborateurs ou pas. Mais oui, tout à fait. Nous, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, si vous m'envoyez un mail maintenant pour organiser un événement dans 2 ans, je vous dirai on se revoit dans 2 ans, mais sur le principe, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Nous allons rendre les locaux. Merci d'être venu encore. Bonsoir. Merci.